de documents égyptiens détaillant la construction de la grande pyramide elle-même, en passant par la toute première roue jamais inventée, et même un cercle d'urine, oui vous allez voir, voici quelques mystères cachés du monde antique que l'on a résolus ou que l'on commence à peine à résoudre. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le carnet des pyramides. Et si je vous disais que les scientifiques savaient exactement comment la grande pyramide de Gizeh a été bâtie, car ils en ont des documents. En 2013, une équipe d'archéologues français et égyptiens ont découvert de véritables documents liés à la grande pyramide de Gizeh dans une grotte. La grotte se trouve au bord de la mer Rouge, près de l'ancien port de Wadi el-Jarf. Cependant, ces documents ne sont pas vraiment ce qu'on pourrait imaginer. Ce n'étaient pas des plans au sens moderne du terme avec des projections, des coupes, des façades et des diagrammes. Mais ce que les archéologues ont trouvé en revanche, ce sont des fragments de papyrus inscrits éparpillés sur le sol d'une grotte. Ces morceaux de papyrus se sont avérés être parmi les plus anciens jamais découverts en Égypte. Et après plus d'1 an d'efforts, les égyptologues Pierre Talley et Grégory Marouard ont réussi à publier la traduction des pages. Et les fragments de papyrus proviennent d'un journal de bord datant de la 27e année du règne du pharaon Khéops. Les hiéroglyphes qui y sont inscrits ont été écrits il y a plus de 4500 ans. Ce chiffre, bien qu'il ne soit qu'un nombre, est absolument vertigineux. Pour vous donner une idée, nous vivons aujourd'hui plus près de l'époque de Cléopâtre que Cléopâtre ne vivait de l'époque où ce journal a été rédigé. Et le journal en question appartenait à un inspecteur nommé Merer. Et il s'avère que Merer a travaillé pendant plusieurs mois sur les opérations de construction de la Grande Pyramide, et ce, alors qu'elle approchait son achèvement. Merer rédigeait des rapports sur la vie quotidienne des ouvriers. Il notait les blocs de calcaire extraits à proximité, à Toura, et ces blocs étaient transportés jusqu'à la pyramide où ils servaient à couvrir son extérieur. Merer a décrit précisément comment ces énormes blocs de calcaire étaient transportés jusqu'à la pyramide. Pendant des siècles, les archéologues ont débattu de la manière dont les pierres de la pyramide étaient déplacées. Aujourd'hui, la méthode exacte est écrite sur du papyrus par quelqu'un qui était sur place. Difficile de faire mieux en matière de crédibilité. Merer a écrit que les blocs étaient transportés en bateau sur le Nil, puis via un réseau de canaux. Ces canaux permettaient aux Égyptiens d'amener les blocs géants directement sur le site de construction. Le trajet complet de la carrière jusqu'à la pyramide prenait environ 3 jours. Vous pourriez être surpris d'apprendre que Merer ne travaillait pas uniquement sur les pyramides. Comme indiqué sur son journal, il supervisait également une équipe de marins spécialisés qui travaillait sur une multitude de projets de construction, notamment la création d'un port au bord de la Méditerranée. Satané cumule des mandats, un problème il y a même 4500 ans. Et ces travaux se passaient en parallèle de la construction de la pyramide. On peut dire qu'ils avaient du pain sur la planche. Ces découvertes extraordinaires retirent un peu du mystère entourant les pyramides. Ce sont des documents officiels prouvant que la pyramide a été construite par des ouvriers ordinaires, qui n'étaient pas si différents de nous aujourd'hui. Sauf qu'ils avaient déplacé à peu près 2,3 millions de blocs via des voies navigables, puis les ont empilés pour former un immense triangle. Pas grand chose quoi. Il a fallu environ 23 ans pour terminer ce projet, et qui s'est achevé vers l'année 2560 avant notre ère. Et on peut dire que la pyramide fut un immense succès. Elle est restée la structure la plus haute de la planète avec ses 137 mètres pendant les 4000 années qui ont suivi. Pas grand chose. Pourtant, les scientifiques n'ont jamais confirmé pourquoi elle a été construite, ni même si elle était vraiment une tombe à l'origine. Heureusement pour nous, il reste encore quelques mystères à résoudre. 50 nuances d'urine. Si vous avez déjà eu des problèmes de santé, il est tout à fait possible que votre médecin vous ait demandé des échantillons d'urine. Et ce n'est pas vraiment une pratique récente. Au Moyen-Âge, les médecins demandaient également des échantillons d'urine, mais ce qu'ils en faisaient par contre pourrait très bien vous dégoûter. Tout tournait autour d'une science que l'on appelle l'uroscopie ou l'uromancie et qui remonte aux anciens Égyptiens, voire même aux Babyloniens. Et dans le Moyen-Âge, l'uromancie se basait sur une roue de l'urine. Mais j'espère que la roue tourne va vite tourner. Il ne s'agissait pas vraiment d'une sorte de roue de la fortune, loin de là. La roue de l'urine était un outil utilisé par les médecins pour diagnostiquer leurs patients en fonction de la couleur de leur urine. Cette roue était sous forme de diagramme circulaire et si jamais vous avez des envies de jouer au médecin médiéval, voici comment créer votre propre cercle chromatique du pipi. La roue était divisée en 20 parties différentes. Chaque section correspondait à une couleur d'urine bien précise. Et préparez-vous à être choqués, car certaines de ces couleurs semblent tout droit sorties d'un univers fantastique. Rouge, vert, orange et même brun. Mais si votre urine est verte, arrêtez immédiatement de regarder cette vidéo et consultez un médecin. Au Moyen-Âge, la roue ne se limitait pas à l'analyse des couleurs.
Les médecins goûtaient et sentaient également les échantillons pour mieux comprendre ce qui pouvait affecter leurs patients. C'est dégueulasse. Et aussi dégoûtant que cela puisse paraître, cette méthode était étonnamment astucieuse pour l'époque. Les médecins médiévaux pouvaient détecter des infections ou même diagnostiquer le diabète simplement en goûtant l'urine de leurs patients. La première utilisation connue de la roue remonte à 1506. Un médecin allemand prénommé Ulrich Pinder a analysé la couleur, l'odeur et le goût des urines grâce à cette roue et a pu poser des diagnostics assez précis. Côté dégueu à part, c'était une idée plutôt intelligente. Les médecins médiévaux savaient si un patient souffrait d'une infection. Ils savaient même si quelqu'un était diabétique, simplement en goûtant l'urine. Une pratique assez avancée pour l'époque, mais dégoûtante pour toutes les époques. Qui nous a donné l'écriture? Imaginez un peu un monde sans mots, où les idées étaient gravées sur de l'argile au lieu d'être écrites sur du papier, où des symboles portaient le poids de la pensée humaine au lieu de sang. Ce monde était celui des anciens Mésopotamiens, façonné par une technologie très mystérieuse, le saut-cylindre. Bien avant l'écriture, il y avait les sauts-cylindres. Les scientifiques pensent que ces artefacts anciens ont joué un rôle crucial dans la montée des toutes premières civilisations mésopotamiennes. Mais comme pour tant d'autres formes de technologie anciennes, leur origine demeure un mystère, et certains accusent même les dieux. Le premier système d'écriture au monde a été inventé à Uruk, dans le sud de l'Irak. L'année était 3350 avant notre ère, et l'humanité a été à jamais transformée. Grâce à l'écriture, les histoires, les archives et la capacité à étendre les civilisations humaines ont vu le jour. Mais il manque un élément clé au puzzle que peu de gens connaissent. Avant que l'écriture cunéiforme n'apparaisse à Uruk, il y avait des sauts-cylindres utilisés dès 4400 avant notre ère. Il y a environ donc 6500 ans. Ces objets cylindriques en argile portaient des symboles similaires aux hiéroglyphes égyptiens. Et lorsqu'on les roulait sur de l'argile molle, ils laissaient une rangée parfaite d'empreintes. Les sceaux étaient utilisés dans les temples pour suivre les mouvements de marchandises comme les textiles et les produits agricoles. Ils précèdent tout simplement toute forme d'écriture connue. Et même dans une société sans écriture, les gens comprenaient les symboles de base. Par exemple, un dragon pouvait représenter du maïs. Ces symboles ont ensuite évolué pour devenir la base de l'écriture cunéiforme, mais d'où venaient exactement ces sceaux à l'origine? Certains vous diront peut-être des Anunnaki, des dieux, voire même des extraterrestres, mais peut-être que les humains sont tout simplement très intelligents. Nous devrions nous accorder un tout petit peu plus de crédit pour avoir découvert le langage, l'écriture et tant d'autres choses. Après tout, nous avons également inventé la roue. Et les scientifiques pensent enfin connaître quand exactement nous l'avons inventée. C'est d'ailleurs le prochain sujet. La roue tourne. Et si la modeste roue, un pilier de la civilisation moderne, était née non pas dans un grand atelier, mais dans une sombre mine boueuse? La roue est l'un des plus grands mystères de l'humanité. Si vous me posez la question, les 3 plus grandes inventions de tous les temps sont la roue, le pain de mie et peut-être le papier toilette pour la 3e place. Et aujourd'hui, les scientifiques pensent avoir trouvé où la toute première roue a été inventée. Et ce n'est pas vraiment un endroit auquel on s'attendrait. Aux alentours de 3900 avant notre ère, des humains du néolithique extrayaient des minéraux dans les Carpates. Cette immense chaîne montagneuse s'étend sur plus de 1500 km, couvrant de vastes parties de l'Europe centrale et orientale, notamment en Roumanie, Pologne, Ukraine et Slovaquie. Et les humains néolithiques avaient besoin d'un moyen pour transporter leurs minerais hors des montagnes sans avoir à les transporter sur leurs épaules comme des mules. Et les toutes premières roues étaient de simples troncs d'arbres. Je sais, c'est pas très impressionnant. Les scientifiques Lee R. Alacoque et Richard W. Bollitt ont utilisé la mécanique structurelle computationnelle pour comprendre comment la roue a évolué dans ces mines anciennes. Cela a commencé avec des humains poussant des objets lourds sur des rouleaux bilatéraux. Ces rouleaux étaient de simples troncs d'arbres lissés et placés sous les objets que l'on souhaitait transporter. Mais comme vous en doutez, ce processus était très fastidieux, car il fallait sans cesse déplacer les rondins. La prochaine étape dans l'évolution de la roue a été les rouleaux bilatéraux rainurés. Les humains du néolithique ont sculpté des rainures circulaires dans les troncs d'arbres et les ont fixées à l'aide de douilles semi-circulaires sur une boîte en bois. C'était une avancée brillante. Ils pouvaient placer du minerai dans la boîte, la pousser sur une paire de rouleaux, et voilà. Le seul problème était la friction. Et c'est là qu'ils inventèrent le système de la roue et de l'essieu. Et maintenant que l'on sait comment la toute première roue a été inventée, quelle est la plus ancienne jamais découverte? La plus ancienne roue découverte est celle des marais de Ljubljana en Slovénie. Elle est estimée à environ 5350 ans. Cette roue avait un trou carré au centre, montrant qu'elle avait été fixée à un essieu.
Pour l'instant, aucune roue plus ancienne n'a jamais été trouvée. Ainsi, l'humanité a inventé la roue et plus rien n'a été pareil depuis. La métallurgie mortelle. Les nouvelles technologies ont souvent des conséquences imprévues. Et lorsque certaines sociétés ont commencé à travailler avec un nouveau type de minerai naturel, ils ont obtenu bien plus que ce qu'ils espéraient. Des générations de forgerons et de mineurs se sont retrouvés estropiés et déformés. Et quand les humains ont appris à façonner le métal, ce fut la première étape vers une véritable civilisation. Oubliez les roues et les bateaux, le métal a tout changé. Tout a commencé au 4e millénaire avant l'ère commune, avec une nouvelle technologie appelée métallurgie. Le premier alliage important produit par l'homme fut le bronze. Le bronze a envahi le Proche-Orient où il a été utilisé pour fabriquer toutes sortes d'objets, des outils aux armes. Ce matériau était bien plus durable que la pierre et bien plus résistant que le cuivre. Mais il y avait un hic, le bronze était en quelque sorte toxique. Les premiers humains à avoir fabriqué du bronze l'ont fait en mélangeant du minerai de cuivre avec de l'étain. Et les premiers alliages contenaient du cuivre arsénié, réputé pour être bien plus dur que le cuivre pur, provenant tout simplement de minerais de cuivre contenant de l'arsenic à l'état naturel. Et l'arsenic, comme vous le savez déjà, est extrêmement toxique. Et au fur et à mesure que ces technologies se répandaient parmi les civilisations, celles-ci étaient également exposées. Des peuples comme les Acadiens, les Amorites et la culture de Sican du nord-ouest du Pérou y ont été confrontés. Et en 1987, une étude publiée dans le British Journal of Medicine a analysé comment des alliages de bronze contenant de l'arsenic affectaient les personnes qui travaillaient ce métal. Au début, les effets n'étaient pas trop graves, mais une exposition prolongée s'avérait toujours très dangereuse. Les forgerons souffraient de dermatite, d'une faiblesse dans les pieds et les jambes, ainsi que de problèmes neurologiques. Et selon l'intensité de leur exposition à l'arsenic, ils devenaient estropiés. Et le pire, c'est qu'ils savaient probablement ce qui leur arrivait. Comme les fumeurs de cigarettes, conscients des dommages causés à leurs poumons, les forgerons savaient peut-être qu'ils allaient à leur perte. Cela est évident dans les représentations des dieux forgerons mythologiques du monde antique. Dans la Grèce antique, Héphaïstos était le dieu de la forge. Il était représenté comme estropié et extrêmement laid, et ce, dans un monde peuplé d'Olympiens tous magnifiques. Le côté boiteux et le visage marqué du dieu de la forge pourraient avoir été liés aux premiers forgerons souffrant d'intoxication à l'arsenic. Volund en Scandinavie, Vulcain à Rome et Ilmarinen en Finlande sont tous des dieux de la forge. Ils sont également estropiés et défigurés. Et ça n'est peut-être pas une simple coïncidence. Mais savez-vous qui d'autre a souffert d'une intoxication à l'arsenic? Nul autre que notre homme des glaces préféré, Otzi. Il a vécu vers 3200 avant notre ère et est mort congelé comme un esquimau dans les Alpes. Et étrangement, les scientifiques ont trouvé des niveaux très élevés de particules d'arsenic dans ses cheveux. La présence d'arsenic prend tout son sens maintenant que nous connaissons le secret dangereux des débuts de la métallurgie. Et autre chose que très peu de gens connaissent à propos d'Otzi, c'est qu'il aurait pu être forgeron. La hache qu'Otzi portait lorsqu'il était mort était composée de 99,7% de cuivre pur, ce qui suggère qu'il l'avait fabriqué lui-même. Être forgeron pourrait expliquer la présence d'arsenic dans ses cheveux. Réécrire l'histoire des Amériques. Dans un lieu connu sous le nom de fin du monde, les archéologues ont récemment mis au jour quelque chose d'inédit. Ils ont découvert les ossements de 2 animaux entourés de pointes de lance vieilles de 13 400 ans. Et ce sont des pointes de lance très anciennes. Ces armes appartenaient à la culture Clovis. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, vous allez être fasciné. Pour les archéologues, le peuple Clovis représente la première culture définie des Amériques. Peut-être y avait-il des humains avant eux, mais les Clovis furent les premiers à partager un mode de vie sophistiqué et uniforme. Les Clovis vivaient dans une grande partie de ce qui est aujourd'hui les États-Unis et le Mexique. Leur site le plus ancien et le plus méridional est El Fin del Mundo, autrement dit, la fin du monde. Il est situé dans le désert de Sonora, au Mexique, et c'est exactement là que les chercheurs ont trouvé les ossements d'un gomphothère. Mais qu'est-ce qu'un gomphothère au juste? Eh bien, c'était une sorte de mastodonte, donc en gros, un éléphant préhistorique. Je sais que c'est assez difficile à imaginer aujourd'hui, mais il y a 13 000 ans, de gigantesques éléphants parcouraient le Mexique. Et selon des scientifiques de l'université de l'Arizona, cette découverte révolutionnaire remet en question les origines des tout premiers humains de l'Amérique. L'archéologue Thomas Jennings a déclaré qu'en tant qu'espèce, nous devrions peut-être voir tout le processus de colonisation des Amériques. Jusqu'à présent, on pensait que la culture Clovis avait vu le jour dans le sud-ouest des États-Unis.
Ils auraient traversé le pont terrestre de Beringie, depuis la Sibérie vers l'Alaska, puis continué leur migration vers le sud jusqu'à trouver un endroit confortable pour fonder leur civilisation, quelque part en Californie ou dans l'Utah. Mais ces théories pourraient être complètement fausses. Le site Clovis au Mexique est plus ancien que tous les sites Clovis des États-Unis. Désormais, les scientifiques se demandent si les Clovis ne seraient pas venus du sud, d'Amérique du Sud, plutôt que du nord. Pour l'instant, c'est une idée assez folle, mais pas impossible. Les Clovis avaient manifestement des méthodes de survie très avancées. Ils chassaient les mégaphones comme les bisons, les mammouths laineux et les mastodontes. Et grâce à cette nouvelle découverte, on sait maintenant qu'ils chassaient aussi des gomphothères. Ces créatures énormes vivaient dans les prairies anciennes avant de disparaître, il y a environ 10 000 ans, peut-être sous les coups des lances Clovis. Mais cette découverte ne fait que rajouter au mystère bien plus grand. Depuis combien de temps au juste les humains vivent-ils réellement dans les Amériques ? Les preuves collectées jusqu'à présent suggèrent que l'histoire humaine dans cette région pourrait être bien plus ancienne et complexe que nous le pensions. Et cette découverte change tout ce que nous savons sur l'Égypte ancienne et surtout leur connaissance de l'astronomie. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.